Alors, bonne année, hein. Bonne année, hein. Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc, la page login se trouve en haut à droite du site web. Donc, pour rappel, nous avons commencé à faire du stock picking à partir de l'épisode 11, soit le 24 mai 2025. Ouais. Donc, on va choisir 4 stock picking. Parmi lesquels on a effectué ce le réajustement alpha de Markowitz. Donc pour savoir quelle proportion d'argent on va investir dans le stock picking et quel sous-jacent on va privilégier. Donc on va commencer par parler de ces 4 stock picking. Okay, donc le premier dans l'épisode 11, 24 mai 2025. Le deuxième, épisode 18, 19 juillet 2025. Le troisième, épisode 22, 2 août 2025. Et enfin, le quatrième, c'est l'épisode 28, le 27 septembre 2025. Et on va regarder par rétrospective la puissance de calcul de Markowitz. Et pourquoi est-ce que dans les écoles de commerce, les écoles de traders, on enseigne toujours ces techniques, alors que ça a été inventé dans les années 1960. Ok, donc on va commencer. Alors, j'ai préparé un travail, j'ai passé une journée entière hier à faire, tous les. T'as mis l'enregistrement en cours, hein? Oui, ça y est, j'ai commencé là. Ouais. Okay. Donc, j'ai passé une journée entière hier à récupérer tous les résultats. Donc, c'est des résultats vérifiés qui sont justes. Alors, pour faire toi-même ce calcul, tu peux aller sur Information de marché dans le site web Ticketoffice. On va sur le Eval Stock Picking. Et là, tu peux rentrer la période sur lesquelles tu veux faire l'évaluation. Par exemple, je fais un exemple, INTC, Intel et AMD, par exemple. Sur la période du début, on va dire, j'ai investi sur Intel et AMD le 1er octobre, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, le 16 janvier, donc sur cette période, donc sur 3 mois. Donc là, il va me donner le jour de l'achat, donc ouvert, c'est-à-dire achat. J'ai acheté 34,48 $ le 1er octobre, c'est le prix moyen, le prix entre l'ouverture et la fermeture de 1er octobre. Et aujourd'hui, le 16 janvier, il est coté à 46 $. Donc, on a fait un plus 36% sur Intel. Si on avait acheté le 1er octobre, de 34 $. Et pour l'AMD, si on avait acheté le 1er octobre pour 161 $, aujourd'hui, le 16 janvier, il est coté à 231 $, soit un PNL de plus 43,67%. Voilà, c'est le take profit. Voilà, c'est take profit qu'on peut réaliser si on vendait tout ce qu'on a acheté il y a 3 mois. À l'époque, le 1er octobre. Voilà. Ça, c'est pour faire l'évaluation de stock picking. Alors, j'ai fait cet exercice-là pour les 4 stock picking du 24 mai, 19 juillet, 2 août et 27 septembre. Et on va regarder quels sont les résultats de ce stock picking. Alors, pour télécharger la liste, tu cliques sur télécharger la liste. Et normalement, il y a une liste simplifiée qui est sortie, qui ressemble à ça. J'ai ajouté les 4 colonnes suivantes. Donc, le réajustement alpha. Donc, tu peux regarder la vidéo de l'épisode 11 pour récupérer les chiffres du réajustement alpha de Markowitz. Donc là, c'est l'investissement, la quantité d'argent par rapport à le réajustement alpha. Par exemple, là, j'ai investi 436 $, 431 $. Si je multiplie par 42% de 431 $, j'ai 186 $. Voilà, c'est ce que j'aurais investi. Et si j'avais investi 33% de 431 $, j'aurais mis 146 $. Suivant des différents sous-jacents. Alors, ces sous-jacents, c'est Geely, Nvidia, Lumen, BYD, Xpeng et IBM. Voilà, c'est dans l'épisode 11. Je t'invite à regarder si tu t'en souviens plus. On peut faire un overview rapide. Alors, l'épisode 11, on avait parlé de Geely, donc c'est un fabricant de voitures électriques chinois. Nvidia, fabricant de cartes graphiques et cartes pour l'IA. Lumen, c'est un câbleau opérateur qui vend des câbles et fibres optiques pour relier les data centers. BYD, c'est un fabricant de voitures électriques. Xpeng, pareil, c'est un fabricant de voitures électriques. Et pas seulement, parce qu'ils font aussi des puces électroniques maintenant, des puces électroniques qui pourraient concurrencer Nvidia, des puces électroniques dans l'IA.
Et enfin, IBM, c'est des mainframes et des services IT à travers le monde entier. Mm. Voilà, c'est une grande entreprise qui existe depuis près de 70 ans, 80. 1900, fondée avant 1949. Ça, c'est les dates de IPO, introduction en bourse. Mais ça a été fondé bien avant 1949. Donc voilà, donc ce sont des entreprises qui étaient listées dans l'épisode 11 de TickerWiz. Donc voilà, donc l'épisode 11 de TickerWiz, c'était le 24 mai 2025. Donc le jour de la rachat, c'est le 26 mai, puisque le 24 mai était un samedi. D'accord, 24 mai, c'était un samedi. On fait toujours le TickerWiz le samedi. Et du coup, le 26 mai, c'est un lundi. Un lundi, c'est lundi de l'achat. On a acheté sur le marché, au prix du marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle average entry. Entry, c'est l'achat. D'accord. Donc c'est la colonne L. Donc on avait acheté ces différents titres au prix du marché. Et aujourd'hui, on est le 16 janvier. Enfin, c'était hier, quand j'ai fait la liste. Donc 16 janvier, donc sur une période de 235 jours, soit à peu près 7 mois. Donc 235 jours. Sur un réajustement alpha de Markowitz, on a 42% sur Geely, 33% sur Nvidia, 6% sur Lumen, 3% sur BYD, 0% sur Xpeng. On a liquidé Xpeng parce que selon le réajustement alpha, Xpeng est très très volatile. Et enfin 12% sur IBM. L'ensemble fait 99%, donc presque 100%. Et donc si on répartit l'argent selon ce pourcentage, on a ces sommes investies sur chaque titre. Si on faisait un équipe pondérée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout de réajustement alpha de Markowitz, on aurait mis 100% divisé par 6, ça fait 16%. 16% sur chaque titre. Sur chaque titre, donc on aurait mis 72 dollars partout sur chaque titre. Okay, donc c'est une proportion équipe pondérée. Hein. Donc la somme fait à peu près 436 dollars. Et si on a fait un réajustement alpha, on aurait investi 431 dollars. Donc c'est à peu près pareil. Et donc, on regarde le résultat. Alors, les calculs sont bons. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à revérifier plusieurs fois, donc les calculs sont bons. Alors, si on avait fait du réajustement alpha de Markowitz, on aurait fait un take profit de 19,22%. Si on avait fait un équipondéré, donc sans passer par Markowitz, donc on met 16% de notre quantité d'argent investi sur chaque sous-jacent, on aurait fait 24% de take profit dans ce cas-là. Donc l'équipe pondérée est supérieure à l'algorithme de l'ajustement alpha. Voilà. Si on ne fait pas du tout de pondération, c'est-à-dire qu'on prend un titre partout, on prend un titre sur chaque sous-jacent, donc on ne fait pas de pondération, on aurait fait un take profit de 22,89%. Donc les deux cas sont, enfin les trois cas sont quasi identique. Ouais. sont quasi identiques. On tourne autour de 20%. Ouais. Et avec une petite amélioration si on avait fait des équipes pondérées parce que c'est un portefeuille qui est globalement performant. Globalement performant, c'est-à-dire que chaque titre a globalement gagné suivant la période de mai jusqu'en janvier, donc sur ces 7 mois. Ça, c'est ce qu'on constate. Maintenant, on va regarder le deuxième stock picking, donc l'épisode 18. Alors, l'épisode 18, c'était le 19 juillet. On avait parlé de conduite autonome et des camions autonomes dans la logistique et transportation. Donc, tous les transports de marchandises par des camions autonomes qui sont sur les routes américaines en ce moment, qui sont sur un déploiement actuel. Donc, sur ce portefeuille, alors, je t'invite à regarder si tu t'en souviens plus de ces titres, des sous-jacents. Je fais un overview dessus rapidement. Donc, Harpest, okay, donc c'est dans tout ce qui est transportation américaine. Covenant, JB Hunt. Je crois que je l'ai pas fait cet épisode. Ok, bah je t'invite à regarder l'épisode 18 Oui, pour te souvenir, pour te rappeler. Alors, on a collecté une liste de différentes sociétés de transport et logistique américains. Donc voilà, Knight Swiss, Martin Transport, Old Dominion Freight Line, Saia, Schneider National, Universal Logistics et UPS. Okay. Donc toutes ces sociétés-là font partie du même secteur, on appelle 42 13.
4213, c'est des entreprises qui sont liées actuellement au déploiement de camions autonomes et de transport de marchandises et de colis, okay. Soit par bateau, par avion et par camion. Ces entreprises ont connu une forte croissance, en fait. Si on calcule suivant le réajustement alpha dans l'épisode 18 de Discovery, on avait vu que fallait surpondérer JB Hunt à 58%. Ensuite, on prend 32% sur ArcBest et 9% sur Saya. Voilà, c'est les 3 titres sélectionnés suivant le réajustement alpha de Markowitz. Donc, si on prend $908 comme l'argent qu'on veut investir sur ce portefeuille, on aurait mis $527 sur JB Hunt parce que ça correspond à 58%. Et on aurait mis $292 parce que ça correspond à 32% de $908. Et on aurait mis $88 sur Saya, ce qui correspond à 9,77% de l'ensemble du portefeuille. En équipe pondérée, on aurait mis 10% partout, parce qu'il y a 10 titres, donc 100 divisé par 10, ça fait 10%. Ce qui correspond à $90 sur chacun de ces titres. Et la somme fait $908. 90 fois 10. Si on fait l'évaluation avec le réajustement alpha, on a 30% de take profit. Si on a investi uniquement sur ces 3 sous-jacents, on fait un take profit de 30% avec le réajustement alpha de Markowitz. Si on faisait un équipe pondéré, on aurait gagné beaucoup moins, 3 fois moins, donc 13% de gain de take profit. Alors pourquoi? Parce qu'il faut regarder, quand je dis forte croissance, c'est pas pour tous en réalité. Il y a quelques entreprises qui n'ont pas connu de forte croissance. Par exemple, là, on regarde les pourcentages. On a du moins 25% ici sur ULH. Okay. Donc, et les autres, pardon, celui-là, Martin, 0%. Donc, il n'y a pas de croissance. Les fortes croissances, en fait, on les remarque, ils sont sur Saya. Okay. Donc, là, on a pondéré à 9% avec le réajustement alpha. Ensuite, les fortes croissances, c'est sur JB Hunt à 38,71%. Et là, on a surpondéré, ou on a surpondéré avec le calcul de Markowitz à 58%. Donc, on a bien profité de ce fort taux de croissance de 38%, puisqu'on a surpondéré dessus sur JB Hunt. Et enfin, on a aussi pondéré sur ArcBest, qui avait gagné 16%. Et on a pondéré 32%. Alors évidemment, si on avait parié 100% sur JB Hunt, on aurait profité de 38% de trade profit. Et là, on n'est pas loin, on est à 30%. Donc, on est pas loin, on est à 8% de différence. Donc, c'est pas grand-chose hein, entre 30% et 38%. Et on a bien profité de JB Hunt, qui avait gagné beaucoup de croissance cette année. Donc, en espace de 179 jours. Donc, ça fait à peu près 6 mois, quoi. En 6 mois, on a fait 30% de take profit. Alors, si on ne fait pas du tout de réajustement, si on avait acheté quantité unitaire sur chaque sous-jacent, on aurait quand même fait 19% de croissance sur ce portefeuille, qui est pas mal. Voilà. Ça, c'est sans prise de tête, sans faire de calcul mathématique. On aurait quand même gagné 19% sur le portefeuille qui est composé des sous-jacents dans le secteur de transport logistique. Voilà, 19%. Et 30% si on avait fait de réajustement alpha de Markowitz. Ok, maintenant on va regarder le troisième portefeuille, l'épisode 22. Alors l'épisode 22 de TickerWiz, on avait parlé des sociétés dans le pharmaceutique. Je t'invite à regarder cet épisode si tu as oublié. Donc le réajustement de juillet. Voilà, un petit overview dessus. Donc on a parlé des pharmaceutiques, par exemple Continuum Thérapeutique, CureVac, Excelis. Voilà, c'est 3 titres dans le domaine de pharmaceutique. Ensuite, on avait parié sur AIHS, Senior. Senior, c'est la location leasing des voitures en Chine. AFCO, Broadcom. Broadcom, c'est un fabricant de semi-conducteurs pour les puces électroniques, notamment dans les téléphones ou les serveurs. Bebop, Popular. Popular, c'est un service bancaire financier à Puerto Rico. Ensuite, on a parlé de Brookfield Properties, donc c'est une société dans l'immobilier aux États-Unis. Ensuite, CCEP, c'est Coca-Cola Euro-Pacifique.
Partner. Donc, c'est un distributeur de Mhm. canettes Coca-Cola, donc CCEP. Plus les 3 pharmaceutiques, plus Genco Shipping, c'est pour la logistique, pour tout ce qui est transport maritime de marchandises, cargo. Et enfin, on a parlé de GSR3, qui est une société de l'acquisition, de société, donc fusion-acquisition, achat-vente des entreprises. Voilà, c'est dans le secteur de la finance, donc le code SASI de 6000. 6000, c'est tout ce qui est la finance. Donc voilà, c'est cet ensemble de sous-jacents a constitué un nouveau portefeuille dans l'épisode 22 de TickerWiz. On avait fait un réajustement alpha dessus. On avait vu qu'il fallait choisir 3 ces 10 titres. Donc, on a 40% sur Ponteré sur Broadcom, ensuite 36% sur Continuum et 22% sur CTN. D'accord. Donc, ces 3 titres constituaient l'ensemble de notre portefeuille si on avait fait un réajustement alpha dessus. Ça fait 100%. Okay. Et donc, si on avait investi 588 $, sur l'ensemble, donc ça nous fait 236 $ sur Broadcom, 216 $ sur CCEP et 134 $ sur CTN. Donc, ces 3 titres nous auraient apporté, on va regarder combien, en réajustement alpha, donc nous a apporté 27,30% de take profit sur ces sous-jacents. Donc, si on regarde par exemple Broadcom, on avait fait 19% de croissance sur Broadcom. Okay. Et ensuite, on regarde le deuxième titre, CCEP, on aurait fait moins 8,92%, donc on a fait la décroissance. Et on aurait fait 98,91% de gains sur le troisième titre, CTNM. Donc, CTNM a compensé la perte de CCEP. Okay. Donc, ces 2 titres ont évolué de sens différents. Il y en a un qui a explosé, l'autre, il a légèrement baissé. Donc, on a fait 27% si on avait réalisé un réajustement alpha là-dessus. Si on n'avait pas fait de réajustement alpha, si on avait fait de l'équipe enterrée, sur l'équipe enterrée, on aurait moins 9,53%. Donc, on avait perdu l'argent. On a perdu 10% sur ce portefeuille. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde sur l'équipe enterrée, donc si on avait mis 10% sur chaque sous-jacent, donc 58 $ sur chaque sous-jacent, on aurait pas mal perdu sur les titres comme GS, RTR et CEVAC. Donc voilà, sur 2 titres. Et sur Senmia aussi, sur AIHS. Donc voilà, donc c'est. Alors c'est pas grand chose, hein, tu vas me dire, mais de toute façon, moins de 9%, c'est que 10%, donc on aurait perdu 58 $ sur le portefeuille de 588 $, donc sur 60 $. Quoi. Si on avait fait l'achat de chaque titre sans faire aucune réajustement, pondération, ça s'appelle, on aurait acheté unitairement chaque sous-jacent, donc un parmi les autres. Donc, je regarde, là, on a 11% de différence, donc 11% de take profit. Et ça a déplombé, regarde, ça a déplombé par ces 2 titres-là, qui sont CCEP et GSRTR, voilà, donc des financières. C'est une entreprise dans le finance. Donc, CCEP, faut regarder, donc c'est Coca-Cola, Euro, Pacific Partner, qui nous a plombé, qui ont fait perdre l'argent. Et GSRTR, donc GSR, c'est une entreprise d'acquisition, fusion-acquisition. Voilà, ces 2 entreprises nous avaient fait perdre de l'argent dessus. Okay. Et aussi, alors il y a CEVAC qui est hors listé. CEVAC, donc il y a 0 hors listé. Il faut regarder sur Internet ce qui s'est passé. Il y a peut-être un dépôt de bilan. Donc alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on récupère rien. Hein. Si la société fait faillite, on perd la mise totale. Donc là, sur 58 $, on aurait perdu 58 $. Quoi, grosso modo. Et voilà, donc il faut regarder. Pareil, pour les entreprises qui sont hors listées. Hors listées, ça veut dire qu'on ne peut ni vendre ni acheter. Donc ni vendre ni acheter, ça veut dire que l'argent que tu as misé n'est pas en fumée. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est moins 100%. Voilà. Donc on avait perdu ces 2 titres. Si on avait acheté un unitairement sur chaque sous-jacent. Donc voilà. C'est pour ça que sans faire de réajustement alpha, c'est risqué. Tu vois, si on avait fait le réajustement alpha, on aurait fait un take profit de 27%. Si on n'avait pas fait, ben c'est moins 9%.
moins 9% sur pont, et qui vont terrible. C'est très très dangereux. On a les derniers titres, les derniers sous-jacents. Les derniers sous-jacents, c'est dans l'épisode 28. Ce portefeuille-là est composé d'un ensemble de sous-jacents suggérés par un de nos membres qui connaît très bien le marché Nasdaq, qui m'avait envoyé une liste de sociétés à surveiller. Alors, c'est Opendoor, Redcat, Tesla, Netbus, Oscar Heads. Alors, je vais faire une overview dessus rapidement. Donc, Alibaba, on ne représente plus, c'est un concurrent d'Amazon. Donc, c'est un marketplace en Chine. CLS, c'est les et un constructeur automobile. Aussi, ouais. Et aussi, ils font de l'IA. Avec IM. Ouais. Et ils font de l'IA aussi, hein, des data centers en l'IA. Enfin, ils diversifient, ils essaient de diversifier, quoi. C'est pour ça qu'on appelle un holding. Alors, les holding, ça veut dire qu'ils ne sont pas de core business. En fait. Ouais, ils ont fait de bons boulots. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, Celestica, c'est pas très connu du grand public, mais c'est une entreprise qui est là depuis à peu près 25 ans. Hein. Celestica, c'est une entreprise canadienne qui fabrique, qui vend des plateformes hardware pour les data centers. Okay, donc, ça se situe à Toronto. Et ils ont 50 sites à travers le monde, dans 15 pays. Netbus, c'est data center. On avait déjà parlé. Tout ce qui est cloud computing. Opendoor, c'est le bon coin pour l'immobilier. Donc, marketplace pour vendre et acheter des maisons. Oscar Health, c'est l'assurance aux États-Unis, donc la mutuelle. Redcat, c'est une société qui vend des drones de reconnaissance pour l'armée américaine, pour le secteur de la défense. Rocket Lab, c'est une entreprise qui fabrique des satellites aussi bien dans le civil que dans la défense, dans tout ce qui est les plateformes satellites qui travaillent énormément avec Tesla, par exemple. Alors, en parlant de Tesla, Tesla, c'est des voitures électriques. Donc là, ils s'orientent beaucoup plus sur robotaxi, sur les taxis autonomes. Ouais. Enfin, Vistra Corp. Vistra Corp, c'est Vistra Energy, qui est l'équivalent de Enedis pour le sol américain aux États-Unis. Donc, ils opèrent des centrales électriques, centrales nucléaires, centrales charbon, centrales à gaz, centrales solaires, etc. Donc, ils possèdent des centrales et ils livrent de l'électricité au foyer. Donc, voilà. Qui notamment se situe à Texas, par exemple. Donc, voilà. Ces sociétés-là constituent le portefeuille de l'épisode 28, donc le stop picking de l'épisode 28. On va regarder ce qui s'est passé entre temps là, entre le 29 septembre et aujourd'hui, donc en 109 jours, sur seulement 4 mois. En 4 mois, on avait vu que donc c'est moins 26% sur Opendoor. Donc Opendoor a beaucoup moins bien performé. On a une surperformance de Redcat parce qu'il y a la tension, comme tu sais, les États-Unis voudraient envoyer l'armée américaine sur le Groenland et aussi dans les pays de l'Amérique latine, notamment Colombie, Venezuela, peut-être Bolivie, tu vois. Donc du coup, le secteur de la défense américain a pris beaucoup, vraiment beaucoup, tu vois. Là, par exemple, sur Redcat, en 4 mois, ça a pris 40%, 38%, tu vois. Ce qui est énorme. Les autres, pas tellement trop changé. Donc Tesla, donc c'est stable. Donc moins 0,42%, c'est stable. Oscar Health, légère chute, moins 5%. Celestica, plus 28%. Et ce qui a explosé, c'est Rocket Lab. Rocket Lab, il a explosé, c'est 100%. Il a doublé son prix de cotation. Voilà, tu regardes son share. Le share était coté à 46 dollars en fin septembre. 46 dollars. Et aujourd'hui, il est coté à 90 dollars, donc c'est x2. Il a fait un x2 en espace de 4 mois, donc c'est énorme. Rocket Lab, il a fait plus 96%. Alibaba, ça n'a pas changé, donc moins 0,57%. C'est comme Tesla. Hein. Alibaba et Tesla, ça n'a pas changé. Et Vistra, moins 13%. Donc légère chute, une toute petite contre-performance. Alors, ce qui a beaucoup surperformé, c'est Rocket Lab, ce qui nous a beaucoup surpris. Alors, si on faisait un réajustement alpha, alors cette fois-ci, on aurait gagné que 3%, take profit 3%. On aurait gagné pas pourquoi beaucoup.
Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas mis sur Rocket Lab. Si on regarde le réajustement alpha de l'épisode 28, le calcul qu'on avait fait, c'était penché sur Alibaba et Vistra, qui ont été Ah ouais. tous les deux Mm. surpondérés à Et 33,28%. 3% sur, ouais. Ok. Et on avait surpondéré Alibaba et Vistra, qui sont en fait le fer de lance de notre portefeuille, mais on n'avait pas vu arriver Rocket Lab. Rocket Lab, on avait sous-pondéré, donc seulement 3,26%, donc on n'a pas pu profiter de son envolée, tu vois. Il a explosé, il a fait plus 96%, mais on n'avait pris que 3% dessus. Mm. Ouais. Et pour les autres, OpenTor, dans OpenTor, ça a marché. OpenTor, on a évité, puisqu'on a mis 0 dessus, donc on a évité le moins 26%. Là, on a échappé 26%. Et NetPulse, moins 3,54%. Donc, on a évité la baisse de ces deux titres, Donc OpenTor ça a et marché finalement, voilà, l'ajustement alpha, ça a marché. voilà, le Ça a réajustement, marché parce que ça nous a protégés, ça nous a protégé. Le réajustement alpha nous a protégé contre la chute de OpenTor et c'est de clair. NetPulse. Mais Mm. elle n'a pas su calculer l'explosion de Rocket Lab. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Ouais. ça n'a pas marché alors que ça marche pour les trois autres. Donc Mm. sur les quatre portefeuilles, l'épisode 11, 18 et 22, ça a fonctionné très très bien, a surperformé avec le réagissement alpha de Markowitz. Le 28, un peu moins bien, donc on est un peu déçu. On essaie de comprendre pourquoi ça marche moins bien. Alors en équipe pondérée, on aurait gagné 12% sur ce portefeuille. C'est plus sur une longue période. Là, on n'est que sur 4 mois. Alors que les autres, ils ont une maturité de 9 mois, par exemple. Donc, peut-être que ça va, d'ici 2-3 mois, ça va encore augmenter un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, en équipe pondérée, on a 12%. En réajustement alpha, on a un take profit de 3% seulement. Ça m'a beaucoup déçu. Enfin, 6,48% si on ne faisait pas du tout de réajustement ni de pondération. Si on mettait Mm. unitairement un sous-jacent sur chaque Oui, titre. oui. Voilà, Ça, c'est un raisonnement un peu idiot ouais, ouais, de le faire. voilà. Exactement, c'est celui qui ne connaît pas, qui est novice, Ouais, c'est ce qu'il ferait, quoi. exact, Donc voilà. exact. Donc lui, il aurait gagné plus que celui qui est sorti de l'école de trader, à qui on a enseigné la méthode de calcul de Markowitz, qui est quelque chose qui est enseigné depuis, selon mon prof, plus de 50 ans, quoi. Ça fait 50 ans qu'on Mm. enseigne dans les écoles de trader parce que ça a marché vraiment bien dans le passé. Et aujourd'hui, on essaie de comprendre pourquoi ça a sous-performé avec le réagissement alpha de Markowitz. Alors Markowitz, voilà, je ne le présente plus, c'est un grand économiste du XXe siècle. Donc voilà, alors pour comprendre ce qui se passe, on va déjà reprendre l'ensemble de ce portefeuille, hein, ces sous-jacents, donc OpenDoor, Redcat, Tesla, etc. On va entrer cette liste dans, par exemple, on va faire une évaluation, donc outil d'évaluation, par exemple dans évaluation de variation de performance, on écrit les titres, donc on copie-colle la liste, donc séparé par la virgule. Donc chaque sous-jacent est représenté par les tickers. Donc ça c'est la liste de tickers, donc séparé de virgule. Mm. On clique sur la période. Alors la période, il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors nous, on avait fait ce réajustement alpha le 27 septembre 2025. Okay, donc on va revenir au contexte de l'époque. Okay, donc on va reprendre le calcul de réajustement alpha. Donc, on était le 29, donc le 26 en fait. Et on va sur une période de un mois. Un mois, donc à partir de août, par exemple, août, on va dire même 2 mois, 1er août, par exemple. Alors, ces variations de performance quotidienne reflètent la confiance des investisseurs et d'où il y a la volatilité. La volatilité, c'est l'ensemble des acheteurs et l'ensemble des vendeurs. Lorsqu'il y a un surachat, survente, il y a une forte variation de volatilité. Et derrière la volatilité, je te rappelle, on appelle le risque de marché. Dans le domaine de la finance, la volatilité représente un risque. Et derrière le risque, il y a soit un gain, soit une perte. Surtout, on dit que maximum de risque, ça vaut soit un maximum de gain ou l'inverse, maximum de pertes. Et le monde est binaire. D'accord. Pour savoir si c'est gain ou perte, il faut vraiment connaître son espace-temps. Il faut vraiment connaître les technologies déployées dans chaque entreprise.
Et il faut vraiment, vraiment avoir une vision, être visionnaire sur le monde de demain. Voilà. Par exemple, en 1995, si tu avais investi dans 3M pour fabriquer des disquettes, eh ben, tu aurais fait faillite, tu aurais perdu tout ton argent parce que 4 ans après, 5 ans après, il n'y a plus de disquettes. Le monde entier a abandonné les disquettes. Pareil pour les VHS, si tu avais investi dans les magasins, les usines qui fabriquent les cassettes VHS, bah, tu aurais perdu tout ton argent. Pareil pour les appareils argentiques. À l'époque, on faisait les photos sur pellicule. Pareil, toutes ces entreprises ont disparu. Et dans les années 2000, pour le bull Internet, si tu avais investi sur AOL, bah, tu aurais perdu tout ton argent parce qu'AOL n'avait pas vu venir le triple play, n'a pas vu venir Free, les entreprises dans le monde entier qui se développent de modem 56K, qui utilisent triple play. Alors c'est triple play qui a tué AOL, hein. Faut être lucide. Et pareil, si tu avais investi sur Nokia, tu aurais perdu tout ton argent parce que Nokia n'avait pas su faire la transition vers les smartphones. Et parce que Nokia avait investi beaucoup d'argent sur son propre système d'exploitation qui est différent de celui de Google, qui est différent d'Android, et ça a été évincé par le marché. Parce que Google, Android fonctionnait beaucoup mieux. Et parce que les fabricants de smartphones asiatiques avaient tous choisi Google Android. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, tous ces changements de technologie, tous ces changements de façon de consommer va permettre de savoir si ta projection elle est correcte ou pas. Alors tu vas me dire, dans un monde parallèle à un autre, peut-être que dans un autre monde, dans un autre univers, tous les choix auraient fait d'une manière différente. Et peut-être que dans un monde parallèle, on aurait gardé des téléphones Nokia, donc pas les smartphones. Peut-être qu'on aurait gardé les disquettes 3M. Peut-être qu'on aurait gardé les cassettes VHS. D'accord. Toutes ces choses-là ont disparu. Mais dans notre monde, elles ont bien disparu. Et peut-être que dans d'autres mondes parallèles continuent à exister. Mais sauf que, il ne faut pas oublier que on vit dans un monde interconnecté. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe tôt ou tard ailleurs. Voilà. Ces transitions technologiques qui apparaissent d'abord aux États-Unis, ensuite vers l'Asie, vers l'Europe, en fait, toutes ces choses-là vont converger. D'accord. C'est-à-dire que si aux États-Unis, on abandonne les cassettes VHS, il faut s'attendre que bientôt, sur d'autres continents, la même chose va se reproduire. D'accord. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de déploiement de taxis autonomes, c'est-à-dire un taxi sans pilote, sans conducteur. Alors, il faut s'attendre que d'ici 10 ans, en France, en Europe, ou en Asie, au Japon, en Chine, ça va être pareil. Enfin, déjà en Chine, c'est déjà pareil, hein. En Chine, il y a déjà des taxis autonomes. Donc voilà. Pareil pour New Space, exploration lunaire. Pareil pour colonisation martienne. Enfin, tout ça, ça paraît lointain, mais en même temps, c'est pas si lointain que ça. Et pareil pour robots humanoïdes, que je peux continuer sur d'autres sujets, d'autres aspects de l'évolution technologique. Donc voilà, tout ça pour nous expliquer que ces changements-là constituent ce qu'on appelle la distribution technologique, distribution de l'espace-temps. Voilà. Donc on va regarder maintenant les variations de performance quotidiennes dans le contexte de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on a fait le réajustement alpha de Markowitz? Donc on a la matrice de covariance qui est affichée ici. Donc c'est le calcul en fonction de toutes les variations quotidiennes durant 2 mois. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de covariance. Donc tu peux regarder l'épisode 4 ou 5 de TinkerWiz. On a beaucoup expliqué comment ça fonctionne. Donc là, on voit du vert partout. Donc c'est plus de gains sur ce portefeuille quotidiennement, mais ponctué par quelques points rouges. Donc il y a quelques pertes. Notamment ici, ce qu'on voit, c'est une répartition sur la technologie Rocket Lab. Par exemple, Rocket Lab, elle a beaucoup plus pris. Rocket Lab, tu vois, c'est les 6K Rocket Lab. Donc, on copie la matrice de covariance. On clique sur le bouton ici, là. Il y a un site que je recommande, que j'utilise pour calculer les vecteurs propres. C'est matrice 4.org. Donc, on copie-colle, donc CTRL-V. CTRL-V, donc là, sur la matrice. Okay, donc, on clique sur Find. Voilà, il calcule très très rapidement. Il va nous donner la matrice, ensuite les vecteurs propres et les valeurs propres correspondants. Pour la matrice qu'on avait entrée ici, de covariance, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'il y a 9 titres, donc c'est 9 dimensions indépendantes, autonomes de ces vecteurs propres.
On va prendre la plus importante, donc le dernier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il classe en fonction de la valeur de lambda, donc la valeur de valeur propre. Donc on part de plus petit jusqu'au plus grand. Le plus grand, c'est lambda 9. Donc la valeur propre la plus importante, c'est lambda 9. Donc c'est à partir de ce valeur propre, on a ce vecteur propre. On va copier-coller, on va essayer de comprendre de l'époque en septembre ce qui s'est passé. Donc on va revenir sur l'épisode 28. Alors, donc c'est pas très joli, mais on comprend. Donc, le lecteur propre, c'est moins 87. Alors, il faut regarder, il a normé. Normé, ça veut dire qu'il a mis à 1, donc le dernier titre. Il a normé sur le dernier titre, donc le Vistra Energy, c'est notre référence, c'est notre référence unitaire. Donc, lorsque VST, Vistra subit une volatilité unitaire, d'accord, il en subit moins 87 fois sur Open Door. Open Door subit moins 87 fois, donc moins c'est négatif, donc dans le sens inverse de Vistra, et d'une manière 87 fois. 87 fois plus volatile, c'est énorme, hein, 87 c'est énorme, d'accord. Quand c'est normal, c'est 1 ou 2, quoi. Là, c'est 87 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a une petite volatilité sur Vistra, sur le dernier titre, il y aura moins 87 fois sur Open Door. Donc, 87 fois plus élevé, en plus, c'est négatif. D'où on a moins 26%. Alors, moins 87 fois la volatilité, ça vaut moins 26% sur l'évolution. Donc, on a moins 26%. Ensuite, on va voir les autres chiffres. Moins 19 sur le deuxième titre, donc Red 4. Red 4, alors c'est l'inverse. Donc, comme j'ai dit, maximum de volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit un maximum de pertes ou un maximum de gains. Ici, on a un maximum de volatilité, mais le destin est complètement inverse de Open Door. D'accord, les deux subissent énormément de volatilité. Il y en a un, c'est moins 26%, et l'autre, c'est 38%. Donc là, on a deux évolutions qui divergent, d'accord, subissant à peu près un taux de volatilité importante. On a deux événements, donc deux destins différents pour ces deux compagnies. Donc, bah, il faut toujours savoir que derrière la volatilité, derrière le risque, il y a soit un maximum de gains, soit un maximum de pertes. Là, c'est la preuve. La preuve, c'est que là, derrière ces évolutions-là, on a quand même deux évolutions distinctes et divergentes. Donc après, on regarde les autres. Les autres, c'est pas trop important. Donc moins 4, moins 5, pas moins 4, 5, moins 3. On va regarder les autres. On a moins 5. Moins 5, ça correspond à 0,42, donc c'est pas ouf. Moins 4 et 5 pour Netbus, 3%, ouais, c'est pas ouf. Moins 3, donc moins 5%. Ensuite, 1,56, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est les Stika, 28%. Rokelab, alors Rokelab, c'est une exception. Alors, faut voir. Là, on a Rokelab qui a plus 96%, il a explosé, carrément, littéralement. Littéralement, ce titre-là a fait x2. Okay, et pourtant, sa volatilité, elle est relativement faible. Elle est de seulement moins 4,14. D'accord? Donc, on a une faible volatilité, mais le titre a explosé. Alors, pourquoi c'est comme ça? Il faut regarder les autres vecteurs propres. On va chercher les autres vecteurs propres. Et on regarde si les autres vecteurs propres, est-ce qu'on a quelque chose qui est plus significatif? Donc, il n'y en a pas plus. Donc là, c'est 0,06, 0,008, donc c'est 0, quoi. Moins 0,24, 1,11, moins 1,78, 6,9. Ah si, on a un moins 20, on a quand même un moins 20 sur le vecteur propre lambda 7, sur le vecteur propre 7. Et donc, on a quand même une volatilité sur la 7e dimension. Okay. Par contre, pour la dimension 9, c'est pas énorme. Voilà, moins 4, c'est pas énorme. On n'a pas grand-chose sur la 8e dimension non plus, donc 0,35, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est quelque chose que on peut suggérer que la 7e dimension a un impact énorme sur Rokelab. D'accord. Rokelab, c'est vrai que sur les autres dimensions, pas grand-chose. Pas grand-chose, à part la 7e dimension. Alors, si la 7e dimension, d'ailleurs, on remarque moins 47,
Tu vois, c'est énorme, moins 47 pour la société Red 4 qui a fait une croissance de 38%. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la liste des vecteurs propres et des valeurs propres, on a deux dimensions qui s'imposent. On a non seulement lambda 9, la 9e dimension, qui est la valeur la plus importante, mais aussi on a lambda 7, qui est la 3e dimension, à part lambda 8 qui est faible. Lambda 8, c'est la 2e dimension. Parce que lambda 8 sur lambda 8, 1, 2, 3, 4, il n'y a que 1, 2, 3, 4, il n'y a que NetPlus qui a une volatilité forte sur la 2e dimension. Donc la première dimension, c'est lambda 9. La 2e dimension, c'est lambda 8. Et la 3e dimension, c'est lambda 7. Par l'ordre de l'importance de variation de volatilité. Donc si on reprend l'idée de vecteur propre, ici on a une forte croissance de Rocket Lab qui s'étale sur la 7e dimension, ou la dimension 3, une dimension, de notre vecteur propre, qui fait moins 20 ici. Si je regarde Alibaba, donc pas grand chose. Alibaba, pas grand chose, donc moins 4,52, donc c'est pas grand chose. Donc là, moins 0,37 et moins 2,2, donc c'est pas grand chose. Donc une faible volatilité sur Alibaba. Donc moins 0,57%, donc stable, pas de décroissance. Et Vistra lui-même, moins 13%. Alors 13%, c'est 1, 1, 1. Voilà, 1, 1, 1, ça correspond à moins 13%. Maintenant, on peut faire la somme des vecteurs. On va essayer de comprendre pourquoi ces trois dimensions ont une importance qui explique la variation. Alors, c'est comme la loi de mécanique. La loi mécanique, on dit que la somme des forces est égale à masse fois l'accélération. D'accord? La somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Et la somme des forces, imagine que chaque vecteur propre est une force de propulsion. D'accord? Donc la somme des forces, ce serait la somme des vecteurs propres. La somme des dimensions les plus importantes qui fait changer le cours de chaque société, puisque ça reflète la volatilité. Ça s'appelle le rapport de volatilité. D'accord? Si on faisait la somme, bon, évidemment, je ne vais pas faire pour tous les vecteurs parce qu'on a un paquet, mais on prend, par exemple, ce qui nous intéresse le plus. Ici, alors ce qui nous intéresse le plus, c'est Open4 parce qu'il a beaucoup perdu, moins 26%. Donc on a moins 87 plus 0,67 plus 11. Donc sa volatilité est de moins 75 fois la volatilité de Vistra. D'accord? Donc unitairement, c'est Vistra, hein, parce que Vistra, on s'appelle la référence de notre système, le dernier composant, dernier sous-jacent de notre portefeuille, qui est utilisé comme la référence. Ensuite, le deuxième titre qui nous intéresse, évidemment, c'est Red 4, qui a beaucoup connu de croissance, 38% de croissance. C'est énorme. Hein. Donc, du coup, alors moins 19, donc moins 19,86, plus, donc moins 0,69, moins 47,22. Moins 67, tu vois, il a une forte volatilité, très forte volatilité, 67 fois la volatilité de Vistra. Okay, donc, comme Open Door, Red 4 a subi une forte volatilité, mais leurs destins ont divergé. Il y en a un, c'est moins 26%, l'autre, c'est 38%. Donc, derrière un maximum de volatilité, il y a soit un maximum de pertes, soit un maximum de gains. Là, c'est la preuve. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, ce qu'on avait dit, c'était Celestica et Rocket Lab. Okay, donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc 1,56. Donc était à 1,56 plus 0,44 moins 20,04. 0,5. On dirait 0,5. Ça nous fait moins 18. Voilà, moins 18 sur le titre Rocket 1, 2, 3, 4, c'est les 6K. Okay, et on va faire le même calcul pour Rocket Lab. Donc je mets à côté. Hein. Donc Open Door, là c'est R4. Et là c'est les 6K. Et là on va calculer sur Rocket Lab. Donc là c'est le troisième titre pardon, du bas. Donc 1, 2, 3, donc moins 4,4. Moins 4,14 plus 0,35. 1, 2, 3, moins 20. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 20. Donc moins 20. Moins 23,79 pour Rocket Lab. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais. Alors, donc ici,
Attends, je vérifie. Donc là, je fais une erreur. Donc c'est les 6 cas, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc 2,2. Plus 2,2. Voilà, c'est les 6 cas. Et Rocket Lab, Alibaba, est-ce qu'il nous intéresse? Non, Alibaba ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et Vistra, bien sûr, Vistra nous intéresse. Donc Vistra, VST. Et on a sur Vistra, donc 1, c'est 3. Donc voilà, donc grosso modo, c'est clair, c'est très clair. La volatilité a parlé. Plus il y a de volatilité, plus il y a de variations. Et dans les deux sens, soit une action qui augmente, soit qui baisse. Maintenant, on regarde le réagissement alpha. Son indice, c'était réagissement alpha de Markowitz nous a positionné sur Alibaba et Vistra. D'ailleurs, on va calculer Alibaba aussi. On va ajouter Alibaba. Donc, Alibaba, c'est intéressant de calculer parce qu'on a mis un réagissement alpha là-dessus. On va surpondérer Alibaba. Donc, Alibaba, ça vaut moins 4,5 plus 0,37 moins 2,2. Enfin, ça fait 6, moins 6,33. Donc, voilà, deux fois, on va dire deux fois la volatilité de Vistra. Et pourtant, l'action est plutôt stable. Moins 0,57%, donc c'est stable. Pas beaucoup de volatilité. Donc, du coup, ce qu'on a vu que l'analyse PCA, ça veut dire Principal Component Analysis, dans le PCA, on utilise les vecteurs propres, parce qu'on a vu que les 3 dimensions les plus importantes de valeurs propres, qui nous ont donné les 3 vecteurs propres différentes, si on fait la somme des forces, la somme des vecteurs, les 3 dimensions les plus importantes, on a une volatilité environ de moins 75 pour Opendoor, moins 67 pour R4, 4,2 pour Celestica, moins 23 pour Rocket Lab, moins 6,33 pour Alibaba et 3 pour VST. Donc, si on calcule tout sur VST, puisque VST et Vistra, c'est notre référence, donc on doit diviser tout ce nombre-là divisé par 3. Okay, donc, ça vaut, alors ça vaut ça divisé par 3. Ça nous fait un rapport de volatilité par rapport à Vistra. Si Vistra subit une volatilité de 1, Opendoor subit 25, R4 22, Celestica 1,4, Rocket Lab 7,93, Alibaba 2,11 et 1. Alors c'est plus, il y a un truc qui ne nous explique pas dans ce calcul de vecteur propre, c'est Rocket Lab. Voilà. Tous les autres, on n'a rien compris. Opendoor, moins 26%, parce qu'une forte volatilité, ok. Red4, pareil, plus 38%, alors avec une volatilité 22 fois supérieure à Vistra, mais il y a une exception, c'est Rocket Lab. Rocket Lab, ça ne nous explique pas. Ça ne nous explique pas parce que, regarde, là on a plus 96% de croissance sur Rocket Lab, et pourtant sa volatilité est relativement faible, tu vois, 7,93. Et si on regarde les autres valeurs propres, les autres vecteurs propres, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas plus d'informations sur Rocket Lab. Parce que Rocket Lab, regarde, Rocket Lab, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, donc 0,06, ensuite 0,008, moins 0,24, 1,11 et 1, moins 1,7. Ça ne donne pas grand-chose et l'impression que les autres vecteurs, alors à part peut-être celui de Lambda 6, et encore c'est pas grand-chose, en fait on est un peu déçu. On est un peu déçu de savoir que en fait Rocket Lab, ça nous échappe à l'explication. Alors donc pourquoi je n'ai pas d'explication simple à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que mathématiquement, ça semblerait dire que Rocket Lab ne devrait pas croître d'une manière très forte parce que sa volatilité est relativement faible. Ou, enfin, croître ou décroître. Hein. D'accord. C'est qu'on constate, c'est que Rocket Lab, alors si on cherche Rocket Lab, peut-être c'est pas une explication mathématique qu'il faut nous donner. C'est peut-être d'autres moyens. Alors, comme tu sais, le prix du marché, c'est l'offre et la demande. D'accord, il y a ceux qui offrent et ceux qui demandent.
et on va coter une société pour savoir si elle sera dans le futur rentable ou pas. D'accord. Donc la transaction se fait d'une manière anticipative, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le prix d'aujourd'hui, c'est le prix de futur. C'est dans le futur qu'on parie. C'est un pari, c'est un casino. Hein, on parie sur une société, c'est comme Bootmaker. Okay, on parie sur Rocket Lab. Maintenant, on va regarder Rocket Lab. Pourquoi Rocket Lab nous donne un problème mathématique si compliqué qu'on ne sait pas vraiment résoudre par les équations qu'on apprend à l'école. Alors, Rocket Lab, c'est une entreprise qui fabrique des missiles, des satellites dans le domaine de New Space. Donc là, c'est le site web de Rocket Lab. On peut regarder à quoi ça correspond, cette société. Rocket Lab, c'est une entreprise qui travaille avec SpaceX, par exemple, mais aussi pour Tesla. Hein. Tesla pour les voitures autonomes, pour les satellites de quittage de voitures autonomes. Ils travaillent aussi pour l'armée américaine, donc ils ont beaucoup de clients, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. Ils font plus des satellites comme ça, que tu vois, transportés par SpaceX, par exemple, pas que, mais c'est par exemple des satellites qui sont dans le domaine de la défense, par exemple, géostationnaire ou autre, voilà, basse altitude. Tu vois, c'est une entreprise qui a l'impression qu'il y a la puissance derrière. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Rocket Lab, qui est, quand on regarde sur la période de 5 ans, par exemple, elle est sur une forte croissance. Sur un taux de forte croissance. Si des côtés 5 dollars le 31 juillet 2024, aujourd'hui, il vaut 70 dollars. Donc, en espace d'un an et demi, il a fait un x10. Tu vois, il a fait un x10, même x15. Si on regarde sur une longue période. Et c'est à cause de Morgan Stanley. Oui, peut-être. Qui ont donné une bonne approche positive de Rocket Lab, attractive investment pour tout ce qui est roquettes et lancement de roquettes pour les satellites, etc. et des trucs de tout ce qui est space. Voilà. Ouais, t'as raison, tout à fait. Et c'est Morgan Stanley qui a fait le booster, en fait, qui a fait l'étincelle. Voilà, alors, ça veut dire que Morgan Stanley a mis de l'argent sur cette entreprise, pas au prix de marché. Oui. L'explication, elle est plausible, l'explication, elle est bien. Ça veut dire quoi? Alors, pour les gens qui nous suivent, pour les membres de Tickerwiz, en fait, ce que dit Laurent, ça veut dire que on a une baleine. Cette baleine s'appelle Morgan Stanley. Cette baleine met de l'argent dedans, d'accord? Ça ne reflète pas la volatilité du marché. C'est quoi la volatilité? La volatilité, c'est un ensemble d'acteurs, un ensemble de boursicoteurs, d'investisseurs, sauf les baleines. Voilà. Les baleines, elles ne créent pas de volatilité. Les baleines, c'est une injection de centaines de millions de dollars sans créer de volatilité. Sans créer de volatilité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mouvement de marché. Il n'y a pas eu de achat-vente dans le sens de mouvement de volume. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de surachat, il n'y a pas eu beaucoup de survente. C'est pour ça que Rocket Lab nous échappe. Il n'a que seulement une petite volatilité de moins 7,93 qui est faible parce qu'il n'y a pas eu de grand mouvement. Il n'y a pas eu de personnes qui ont acheté et il n'y a pas d'autres personnes qui ont vendu. Par contre, on a une baleine. La baleine, elle fait tout. La baleine arrive, elle injecte 100 millions de dollars sur cette société-là et ne crée pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de panique, il n'y a pas de volatilité, mais la société a pris. La société a pris la valeur parce qu'on a fait confiance. Parce que Morgan Stanley a dit, c'est une bonne société, on fait confiance. Et cette injection massive de dollars sur le marché dans cette société Rocket Lab a fait que ça a explosé. Ça a fait x10. Ok. Donc en espace d'un an, x10, c'est énorme. Et cette société-là bénéficie justement de ce qu'on appelle de sponsorship de sociétés comme Morgan Stanley, donc les banquiers. Et sans faire de mouvement, sans créer de mouvement de volume,
D'ailleurs, on voit que sur le taux de volume, finalement, si on compare à d'autres sociétés, c'est pas si énorme. Donc, c'est relativement stable. D'ailleurs, le volume a chuté. D'ailleurs, le volume d'échange a chuté fin novembre, fin décembre. Tu vois, le volume a chuté alors que le prix, il a explosé. C'est vachement paradoxal. Normalement, le volume augmente et le prix augmente. Et là, c'est l'inverse. Le volume a chuté entre novembre et décembre. On a le volume qui est divisé par 2 et pourtant, le prix a explosé. Il a fait x2, quoi. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité seule ne permet pas d'expliquer la variation de prix. Donc, je répète, la volatilité seule ne permet pas d'expliquer la variation des prix parce que on a une grande baleine qui s'appelle Morgan Stanley qui a injecté massivement sur une société sans créer de mouvement d'achat-vente. D'où ce calcul de vecteur prof n'a pas marché pour Rocketlab. Ça a marché pour les autres, hein. Mais ça n'a pas marché pour Rocketlab. Rocketlab s'est échappé de l'explication mathématique parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de mathématiques. Il y a quelque chose qui n'est pas expliqué par ces calculs de PCA sur ce composant. Alors, ça ne veut pas dire que le PCA ne fonctionne pas, hein. Le PCA fonctionne. C'est une méthode de calcul qui est utilisée par beaucoup de gens pour évaluer les choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est une méthode qui est enseignée dans les écoles de traders. C'est pour ça que je le connais, hein. Mais ce n'est pas suffisant pour tout expliquer. Il y a des choses que mathématiquement on n'explique pas. Par exemple, la religion. Par exemple, des gens qui marchent sur l'eau. Des gens qui marchent sur l'eau, on ne sait pas expliquer mathématiquement comment est-ce qu'on peut marcher sur l'eau sans chaussures, pieds nus, etc. Là, c'est pareil. Là, la bourse, c'est exactement pareil. La bourse, c'est une religion. Donc, il y a des choses que mathématiquement, ça échappe à la compréhension, ça échappe au calcul. Heureusement que c'est que des exceptions, hein. Heureusement, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens marcher sur l'eau. Et que les gens qui marchent sur l'eau, heureusement, il n'y en a pas tellement. Bien, donc, du coup, voilà. Sur la liste des sous-jacents, ici qu'on a observé, OpenDoor nous a beaucoup déçus. Il faut chercher aussi, essayer de chercher une explication sur OpenDoor. Pourquoi est-ce que c'est moins 26%? Alors pour ça, on peut aller sur, par exemple, commentaires des marchés, sur TickerWiz. On tape OpenDoor. Voilà, OpenDoor. Il y a une explication, enfin il y a une news qui date de 24 février. Bon, on va regarder. Clique dessus. Si on clique dessus, c'est marqué Why did Zillow stock just plunge while Redfin? Bon, plunge, c'est-à-dire plonger, hein, c'est-à-dire chuter. Il dit que ce stock a plongé, machin. Alors, on peut avoir des explications, hein. Enfin, je suppose qu'il y a quelques informations là-dedans. Alors, il dit que. Alors, pourquoi il parle de Redfin? Alors, je ne sais pas quel est le lien entre Redfin et OpenDoor. Bon, je ne suis pas insider. Zillow, pourquoi est-ce qu'il parle de Zillow? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas OpenDoor. On va chercher sur OpenDoor, hein. OpenDoor, plunge, stock plunge. On va essayer de comprendre. Donc, OpenDoor stock has fallen 21% en décembre. Ok, on va regarder cet article. Donc, c'est Motley Fool. Motley Fool, c'est un site web qui parle des stocks sur le marché. Donc, il explique, par exemple, que Shopify, former chief CEO, streaming CEO. Donc, OpenDoor a changé de CEO apparemment. Ok, il s'est fait racheter par EMG Capital. Ok, Don, co-founder. Alors, le retour du co-founder Kit Rabo et Eric Wu to the board of directors. On the other hand, OpenDoor has fallen 21%. Alors, grosso modo, ce qu'il est dit, c'est que il y a un changement de direction en 2025 sur OpenDoor et que ce marché est bearish, c'est-à-dire baissière. Momentum, donc c'est une force baissière en 2026. Alors, dit que même 2026 c'est un peu dangereux. OpenDoor, going to close, coïncide avec la valuation de Nextdoor. Ces deux compagnies partagent le même nom, donc OpenDoor et Nextdoor, mais leur business est différent. OpenDoor is a buyer real estate spécialiste.
Et Nextdoor is a hyper-local social network en compagnie. Ok, donc Nextdoor, c'est une entreprise qui travaille sur le social network, donc c'est comme Facebook, donc c'est réseaux sociaux. Alors ça n'explique pas tout, hein. C'est pas parce que tu appelles, t'as un nom différent, enfin t'as un nom proche, que voilà. Il dit quoi? Nextdoor may have the effect of pulling investment a bit out of Nextdoor direct or new name. Ok, bon, je suppose que c'est une petite coïncidence. Bon, c'est une coïncidence, hein. Alors ensuite, Open Door Strategy Companies aiming to focus more on artificial intelligence shifts the model away from truthful predicting economic trends. The new business model is focused on generation profits from transaction fees for facilitating home sales, benefiting from realized value in property. Bon, toutes les entreprises tournent sur l'IA, donc c'est pas surprenant que même dans le domaine de l'immobilier, on s'oriente vers l'IA. Donc aussi, ça, c'est pas une explication rationnelle. On va continuer. Open Door has been able to carry out substantial reduction of the number of employees. Réduction de employés, ok. Doesn't necessarily mean that business will be able to shift into delivering profits and reliable growth. Donc c'est pas forcément une croissance attendue. Donc I don't think the near-term outlook on that front is particularly promising. Alors, c'est pas forcément des arguments convaincants. On peut continuer à lire, hein. Alors il dit que US GDP, donc la croissance domestique américaine, significant above expectation. Ok, ça a cru une bonne performance. It was heavily driven by strong consumer spending among wealthy American government spending. Donc cette performance s'explique par la dépense des consommateurs américains, enfin notamment les riches américains. Meanwhile, those in lower income markets showing weaker consumer confidence housing markets. Voilà. Ok, while Open Door stock is 40% from high in each market capitalization. Should you buy stock in Open Door technology right now? Before you buy stock in Open Door technology, consider this. Justify that they believe 10 best stock of innovator to buy now and Open Door wasn't one of them. Voilà, il dit que Open Door ne fait pas partie des 10 meilleurs stocks à acheter. On va regarder la liste des 10 meilleurs stocks. On va regarder ce qu'il raconte. Alors il faut être membre de Motley Fool. Ok. J'aime bien le business plan de ces sociétés-là, quoi. C'est comme si on te montre un morceau et tu veux le reste, bah, il faut que tu payes. Ouais. Ok, donc du coup, Netflix, machin, ok, non, c'est rien à voir. Bon. Ok, alors même stock. On parle de même stock. Alors même stock, become Covid-19. Ok. Est-ce qu'on parle d'Open Door déjà? Non, on parle même pas d'Open Door. Donc, alors, ok. Non, rien à voir. Donc, on revient. Donc, alors moi, sur les 3 arguments qui ont été donnés par le site Motley Fool, le seul qui m'a convaincu, c'est le changement de direction. Voilà, ça me paraît plus plausible sur la chute d'une action. Alors pourquoi? Il y a une raison derrière, c'est que les tenants, c'est-à-dire les anciens directeurs, possèdent beaucoup d'actions sur ces sociétés, sur Open Door, et quand ils quittent la société, ils vendent tout. Quand il y a un changement de direction, les anciens directeurs, ils balancent, ils liquident tout. Ils liquident tout. Ça veut dire que tout ce qu'ils possèdent, des millions d'actions, ils les balancent sur le marché parce qu'ils ne font plus partie du board d'Open Door. Et ça a coulé l'action. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande. Plus il y a d'offres et moins il y a de demande, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'action chute. Et l'offre, ça vient de tout. Ça vient de ces directeurs qui quittent l'entreprise, qui balancent tout, qui jettent tout à la poubelle, qui jettent tout sur le marché. Donc on a une offre énorme des actions d'Open Door parce que des gens qui balancent, qui le vendent. Et d'où ça crée une chute brutale. Donc par exemple là, moins 26% sur Open Door. Voilà. Pour moi, c'est la seule explication possible, hein. Les autres explications, ça me paraît lunaire. C'est pas lunaire parce que Nextdoor, non, je crois pas. C'est pas vraiment concurrent. Et puis les riches américains qui achètent plus,
Les Américains ont toujours été riches. Hein. Enfin, c'est pas qu'en 2025 qu'ils subissent une envolée de croissance de leur portefeuille, quoi. Donc, je pense que c'est pas conjoncturel, pas conjoncturel. Donc, du coup, la seule explication plausible, selon cet article, c'est le changement de direction. Voilà, ça crée un mouvement de vente massif de la part des anciens dirigeants de Opendoor. Voilà. Maintenant, on va regarder les autres. On va chercher les explications sur. Alors, Red 4, pas la peine. Hein. Red 4, on sait que c'est la guerre entre les Américains et le reste du monde. Donc, ça s'explique. Alors, ensuite, Celestica. Bon, on peut regarder Celestica pour terminer. Celestica, donc un article qui date d'avril. Donc, clique dessus. Il nous renvoie sur le moteur de recherche Google. Et il parle de résultats financiers. Celestica. Performance, revenu, ajusté, EPS. Ok, peut-être. Alors, effectivement, Celestica, c'est une entreprise qui est entrée en bourse en 98. Donc, ça fait quand même presque 25 ans, 30 ans qu'ils sont cotés en bourse. Donc, les gens regardent évidemment l'EPS. Hein. EPS, c'est ce qui attire les investisseurs sur le long terme. Hein. Quand tu investis de l'argent sur une société sur le long terme, c'est-à-dire sur 10 ans, 20 ans, tu regardes d'abord l'EPS. Hein. C'est ce qui t'intéresse le plus. Hein. C'est pas la croissance de l'activité. Hein. Tu n'en as rien à faire de la croissance des activités parce que c'est déjà stable. Ce que tu regardes, c'est plus le retour sur l'investissement, donc l'EPS. Donc, il n'y a pas de croissance attendue. Imagine Coca-Cola. Bah, quand tu investis sur Coca-Cola, tu n'auras que l'EPS. Hein. Tu sais bien que le marché de Coca est saturé à fond. Quoi. Donc, il n'y a que Coca, Pepsi. Donc, il n'y a pas grand-chose à part Coca, Pepsi. Il n'y a pas de croissance possible sur une société qui est mature, en fait. Donc, le seul truc que je regarde, c'est l'EPS. Donc, s'il y a une croissance de l'EPS, évidemment, c'est évident que les gens achètent Celestica. Donc, tout ça explique le 28% de croissance sur le titre, sur le prix du share. Le prix du share, pour une société qui est mature, il ne dépend que de l'EPS. Ça, c'est clair et net. C'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, des sociétés comme Coca-Cola, comme Celestica, ils ne peuvent pas aller au-delà de leur horizon parce qu'ils sont bornés par le marché. Ils ont leur marché, ils ont leur propre niche. Ils ne peuvent pas s'attendre à faire de la croissance plus 500% ou plus 1000%. C'est impossible. Alors, on ne parle pas de SpaceX, on ne parle pas des sociétés dans le New Space, comme Rocket Lab, ou encore les sociétés humanoïdes, robots humanoïdes, enfin, je ne cite pas le nom parce qu'il y en aura tellement. Donc, du coup, on sent qu'elle est portée par la promesse de réajustement de l'EPS, donc une augmentation de l'EPS, voilà, dans le bénéfice net par action. D'où ça explique le plus 28% sur ces 6 cas. Donc voilà, ça s'explique. Voilà, donc on a les explications sur ce qui nous intéresse sur le portefeuille. Maintenant, on regarde le réajustement alpha. Donc, on a dit que selon Markowitz, dans le réajustement alpha, on avait surpondéré Alibaba et Vistra, qui est un mauvais choix. Mauvais choix, d'accord. On n'a fait que 3% de take profit au lieu de 12% si on a fait de l'équipe pondérée. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut jeter le calcul de Markowitz à la poubelle? Je pense pas. Je pense qu'on enseigne toujours à l'école de trader, donc il y a une raison. C'est vrai que de temps en temps, ça ne marche pas. Par exemple, pour notre portefeuille constitué fin septembre, dans l'épisode 28 de Tickerwitz, là, on a vu on a rencontré la limite de Markowitz. Alors, donc, je résume pour ceux qui viennent de rejoindre le canal. On a cherché avec Laurent l'explication sur la capacité de calcul de Markowitz, et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché sur ce portefeuille. C'est parce que à cause des baleines. Voilà, à cause de la baleine s'appelle Morgan Stanley, qui a injecté massivement de l'argent sans faire de bruit, sans faire de mouvement sur le marché. Donc la volatilité ne reflète pas ce investissement massif parce que cet échange de volume n'a pas eu lieu. D'accord, c'est pas un surachat, c'est pas une survente. Et donc Rocket Lab est passé sous le radar. Okay, et Rocket Lab a fait plus 96%, donc un x2 en espace de 109 jours, en 3-4 mois, d'accord, grâce à l'intervention de Morgan Stanley. Donc, du coup, ça n'a pas marché. Morgan Stanley a fait changer le cours de ce titre. Et ce titre a pris beaucoup de valeur
Et en fait, alors, il faut rejoindre la théorie de Markowitz. Markowitz a dit que pour que son calcul fonctionne, il faut que la première condition, c'est que le futur proche ressemble au passé proche. La fenêtre de temps dans un mois, elle est exactement identique. Si c'est pas identique, mais similaire au moins. À la fenêtre de temps du passé, il y a à peu près un mois. Ça veut dire que il n'y a pas de disruption technologique, il n'y a pas de disruption politique ou sociétale au moins sur cette société, sur le sous-jacent. Or, on voit que là, en fait, il y a une disruption. Il y a une disruption. La conséquence de cette disruption sur le long terme, on ne peut pas le savoir. Peut-être que malgré l'injection des centaines de millions de dollars de Morgan Stanley dans cette société-là va échouer. On ne sait pas. Ou peut-être qu'elle va réussir. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que si on positionne sur une fenêtre de temps sur le futur proche, cette société-là a changé. Le destin de Rocket Lab a changé. Son passé proche n'est plus le même de son futur proche. C'est aussi pour ça que Markowitz a dit, dans ce cas-là, évidemment, le calcul de volatilité ne fonctionnera pas. On ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir une disruption technologique. Donc, c'est pour ça que Markowitz, ce calcul-là de réagent alpha est extrêmement décevant et le PNL est très faible. Parce que ça ne marche pas toujours. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir d'avance. Alors, maintenant, heureusement que sur les 4 portefeuilles, il n'y en a que celui-là qui ne marche pas. Il n'y a que l'épisode 28 qui ne marche pas. Pour les 3 autres, ça a fonctionné. Pour les 3 autres, on voit que l'avantage d'utiliser Markowitz, c'est que ça nous permet d'éviter la décroissance. Ça nous permet d'éviter de perdre beaucoup d'argent, puisque le but, c'est quand même minimiser les pertes à la base. Mais on voit que ça me permet aussi de gagner beaucoup d'argent. C'est pas seulement minimiser la perte, c'est aussi maximiser le gain. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les secteurs de transport logistique, pour les secteurs qu'on avait cités dans l'épisode 18, on voit que Markowitz a fonctionné parce qu'on a profité au maximum, on a surpondéré 58% sur JB Hunt, qui a fait une croissance de 38%. Donc ça a marché. Ça a marché parce qu'il a su surpondérer sur là où il y a la forte croissance. Donc Markowitz fonctionne. Voilà. La conséquence, c'est que ici on a 30%, soit à peu près 3 fois supérieur, presque 3 fois supérieur à l'équipe montée. Donc Markowitz marche. Markowitz marche. Et de temps en temps, il ne marche pas. De temps en temps, il ne marche pas parce que il y a des calculs mathématiques qui ne permettent pas d'anticiper le mouvement des baleines. Alors maintenant, les baleines, il y en a beaucoup. Les baleines, c'est pas que américain. On a des baleines européennes aussi. Et ces baleines-là, il faut les suivre. Il faut les suivre quotidiennement, les mouvements. Alors c'est le travail d'un trader. Le trader, il est là pour observer les mouvements des baleines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié au réseau de contacts. Avant que Morgan Stanley investisse sur Rocket Lab, on sait que Rocket Lab va recevoir de l'argent. Donc tu vois, ça, comment on le sait? Parce qu'en fait, tu es en contact, tu es en relation avec Morgan Stanley. Enfin, tu bosses chez Morgan Stanley. Say bye. Trusting candles flash and gleam. Green lines climb and know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it grow on that money screen. The market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block stay